Bonjour et bienvenue dans cette séance inaugurale de la séquence 7 d'histoire du programme des classes de 5e intitulée L'affirmation du pouvoir royal en France. Cette séquence va être l'occasion pour nous de nous interroger sur comment s'affirme l'autorité royale capétienne en France du XIe au XVe siècle, l'occasion de fréquenter quelques-uns des principaux rois de France de l'époque médiévale, et en particulier Philippe Auguste, dont vous voyez un des moments marquants de son règne, c'est-à-dire le moment où il devient roi de France, au moment de la cérémonie du sacre que nous étudierons d'ailleurs en détail le moment venu. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence d'histoire de la classe de 5e et qui sera entièrement consacrée, comme l'indique le titre marqué en gros sur la diapo, l'affirmation du pouvoir royal en France, c'est-à-dire qu'après avoir étudié les seigneurs dans le cadre des campagnes, nous allons étudier le seigneur de tous les seigneurs, et vous l'aurez deviné, et oui, c'est selon les pays le roi ou l'empereur, et en France, il s'agit donc du roi de France, des rois capétiens pour être précis. Et la problématique de notre séquence sera donc la suivante. Comment s'affirme l'autorité royale capétienne en France du XIe au XVe siècle? Aujourd'hui, nous allons planter le décor, comme d'habitude, on ne change pas la démarche. On va planter le décor spatial à travers l'étude non pas d'ailleurs d'une, mais de deux cartes qui vont nous permettre de mieux saisir l'évolution du territoire du Royaume de France dans la seconde moitié du Moyen-Âge. Grand A, l'évolution du Royaume de France du XIIe siècle au XVe siècle. Je vous rappelle que le XVe siècle marque la fin de cette période historique que l'on appelle le Moyen-Âge. Et nous allons nous poser deux questions, l'une découlant de l'autre. Au cours de cette séance inaugurale, nous allons nous demander d'abord quelle est l'évolution territoriale du Royaume de France. Et c'est pour cela qu'il nous faudra plusieurs cartes, parce que c'est difficile de se faire une idée d'une évolution à partir d'une seule et même carte. Et ensuite, nous en conclurons ce qu'il faut en conclure sur l'évolution de l'autorité royale au cours de la période. Si je puis dire, commençons par le commencement. Et le commencement, c'est l'année 987. Une bien mauvaise année pour les empereurs du Saint-Empire romain germanique, les descendants de Charlemagne, qui voient cette année-là une région entière de leur empire, la région la plus à l'ouest, la Francie occidentalis, prendre son indépendance pour former ce qu'on appelle sur cette carte le Royaume de France. En réalité, ce n'est pas tout à fait son nom. Son vrai nom, c'est le Royaume des Francs. Parce qu'en 987, vous avez un chevalier plus puissant que les autres, peut-être aussi plus malin que les autres, plus courageux que les autres aussi, alors que l'Empire est affaibli par les invasions barbares, notamment les Vikings, qui déferlent et qui ravagent le royaume. Eh bien, vous avez un homme qui est le comte de Paris, qui s'appelle Hugues Capet, et qui va devenir roi des Francs, et qui va s'imposer comme le rival
de l'empereur du Saint-Empire, c'est-à-dire que les Francs n'appartiennent plus au Saint-Empire. Et comme Hugues Capet s'appelle Capet et que ses descendants vont hériter du trône de France, et ce jusqu'en 1848, ce qui fait de la dynastie capétienne du nom du Capet une dynastie quasi millénaire, eh bien, l'année 987 constitue donc réellement l'année fondatrice du Royaume de France. Et comme vous pouvez le constater en même temps que moi en regardant la carte du Royaume de France, vous pouvez constater que ce royaume est constitué de deux éléments. Il est constitué du domaine royal en vert pomme et des fiefs du roi de France. Et il n'y a pas besoin d'être très observateur pour constater que les fiefs, au pluriel, représentent l'écrasante totalité du royaume et que finalement le domaine royal représente fort peu. Et c'est justement l'évolution du domaine royal et des fiefs qui va être notre objet d'étude au cours de cette séance, à l'aide des cartes qui vont suivre. Alors, avant d'aller plus loin, il est nécessaire que je vous explique ce qu'on entend par domaine royal et ce qu'on entend par fief. J'aurais bien aimé vous le faire découvrir par les documents, mais comme on commence par la carte, on ne va pas faire de mauvais suspense. Il faut que vous compreniez d'entrée de jeu de quoi il s'agit. Le domaine royal, comme son nom l'indique, appartient au roi. En main propre, j'allais dire sans intermédiaire. Ça veut dire que Hugues Capet, qui est comte de Paris, qui est aussi comte d'Orléans et de quelques autres petits territoires, est le seigneur et maître direct, sans intermédiaire. Mais que pour ce qui concerne le reste du pays, ce qui est en jaune, c'est-à-dire, je sais pas moi, le duché de Bretagne, le duché de Normandie, le comté d'Anjou, de Flandre, etc., le roi est le propriétaire du territoire, mais il ne le gère pas directement. Il le confie à des hommes de confiance, qui sont donc les comtes ou les ducs, selon le territoire, qui sont des proches, en qui théoriquement le roi a confiance, ça vaut mieux. Et ces gens-là, comtes et ducs, sont les seigneurs de ces territoires qu'ils ont reçus en fief, des mains du roi de France. Voilà, si vous avez compris cela, eh bien, ça nous permettra d'avancer plus rapidement par la suite. Donc, le contrôle du roi est direct sur les territoires en vert du domaine royal et il est indirect sur ce qu'on appelle les fiefs. Et quand vous voyez par exemple que le duc d'Aquitaine est à la tête d'un immense territoire dont il tire tous les bénéfices à travers les taxes, les loyers, etc., on peut raisonnablement conclure que le duc d'Aquitaine est probablement plus riche et même plus puissant que le roi de France, que le roi des Francs. Avec une différence de taille néanmoins, et ça fait toute la différence, c'est que le duc n'est que duc, alors que le comte de Paris, lui, il est roi. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. On ne va pas multiplier les cartes du royaume de France parce que entre 1180 et 1498, ça fait plus de 3 siècles, ça ferait quand même beaucoup de cartes. Si on devait faire une carte par roi, on s'en sortirait pas. Donc je vous ai pris deux cartes majeures, évidemment, je ne les ai pas prises au hasard. Donc la carte au moment où Philippe Auguste
le jeune Philippe Auguste arrive au pouvoir, donc la carte de 1180, et puis la carte de 1498. Là, nous sommes à l'extrême fin du Moyen-Âge, nous sommes à l'extrême fin du XVe siècle, c'est la France de Charles VIII. Et donc, ces deux cartes vont nous servir pour comparer l'évolution du Royaume de France. Alors, vous voyez qu'il y a une difficulté majeure, c'est que ces deux cartes ne sont pas avec les mêmes couleurs pour les légendes. C'est-à-dire que les deux cartes ont été bâties par des cartographes différents et ils n'ont pas les mêmes codes couleurs. Donc c'est pour cela que je vais commencer par vous faire construire nos deux cartes, mais avec la même légende. Alors, j'ai redessiné les cartes à l'ordinateur. Je vous gâte, je me suis vraiment employé à réduire les cartes à peu près à la même taille, et donc on va uniformiser les légendes. Donc vous avez à gauche la carte de 1180, et donc celle de Philippe Auguste, et celle de Louis IX en 1498. Alors, on va commencer par représenter le domaine royal. Mais on ne va pas se contenter simplement de colorier les deux cartes, on va aussi en même temps les observer et les analyser. Et pour cela, on va également travailler sur le reste de la planche, c'est-à-dire sur l'exercice associé. Alors, il faudra remettre en rouge ou en bleu, en faisant attention que ce rouge et ce bleu n'ont pas de rapport avec le rouge et le bleu que nous pourrions être amenés à mettre sur la carte. Ce rouge et ce bleu, ça va nous servir à distinguer le royaume de France de 1180, suite Philippe Auguste, du royaume de France de Louis IX en 1498. C'est-à-dire que à chaque fois, il y aura un commentaire, et il faudra dire si ce commentaire correspond au royaume de France de 1180, parce qu'à là, il faudra le colorier en rouge, ou s'il correspond au royaume de France de la fin du Moyen-Âge, dans ce cas-là, il faudra le colorier en bleu. Mais pour pouvoir colorier les cases, il faudra déjà avoir, avant, colorié la carte. Et oui, une chose avant l'autre. Les frontières du royaume de France ont franchi le Rhône et approchent des Alpes. Eh bien, il est clair que ça correspond au royaume de France de 1498. La rive droite du fleuve du Rhône est la frontière naturelle du royaume de France. Ça correspond à la carte de 1180. Vous avez le tracé du Rhône en gris sur la carte. Si l'on s'intéresse maintenant au domaine royal, donc je vous le rappelle, ce territoire dont le roi de France est le seigneur et maître direct sans aucun intermédiaire. Eh bien, on voit que même si les contours du domaine royal ne sont plus tout à fait les mêmes qu'en 987, vous pouvez vérifier en retournant sur la diapo d'avant, eh ben, on voit bien malgré tout que le domaine royal, à l'époque de Philippe Auguste, est malgré tout centré sur la région parisienne, et c'est normal puisque le roi de France est comte de Paris. Par contre, en 1498, à la fin du Moyen-Âge, près de 3 siècles après, on voit que les choses ont changé. Certes, le comté de Paris reste toujours dans le domaine royal, mais le domaine royal, il s'est quand même passablement agrandi. Vous allez mettre beaucoup plus de temps à colorier la deuxième carte que la première. Donc mettez-moi sur pause le temps de faire le travail et de réfléchir aussi à laquelle des deux cases doit être en bas de la diapo doit être coloriée en rouge et laquelle doit être coloriée en bleu. Sans contestation possible,
il est clair que l'affirmation suivante, le domaine royal a été considérablement agrandi par les successeurs de Philippe Auguste, ben, ça correspond à la légende en bleu. Et le domaine royal est de taille très modeste, centré sur l'Île-de-France et l'Orléanais, et ben ça correspond essentiellement à la carte de gauche, c'est-à-dire celle de 1180. Intéressons-nous maintenant au fief du roi de France, c'est-à-dire à ses territoires, ses seigneuries, si vous préférez, qui appartiennent de droit au roi de France, au roi des Francs, mais dont le roi des Francs n'est pas le maître direct et qu'il va donc confier à des hommes de confiance, confier confiance, ça tombe sous le sens, qui seront donc des comtes ou des ducs, qui doivent en théorie obéir au seigneur et maître que constitue le roi des Francs, à leurs yeux. Ou pas, parce que ça dépend justement des époques. Ça dépend du rapport de force entre le roi et les comtes et ducs qui sont ses vassaux. Je reviendrai sur le sens du terme vassal, vassaux, au cours d'une séance prochaine. Donc le domaine royal, il est en vert, j'ai gardé les couleurs. Et vous voyez que les choses changent, parce que c'est pas vraiment du tout la même carte entre Philippe Auguste et Louis IX, pardon. On pourrait se demander si on a affaire au même pays, mais si, c'est toujours le royaume des Francs, mais le royaume de France, mais effectivement, les fiefs sont extrêmement mouvants. Tout simplement parce que les fiefs sont confiés à une personne, et quand cette personne meurt, eh bien, soit le roi confie le fief au fils de celui qui vient de mourir, mais encore faut-il que le fils fasse l'affaire, encore faut-il qu'il y ait un fils, et puis s'il n'y a pas de fils, eh bien, le fief revient au roi qui le redistribue ou pas. C'est ce qui va expliquer en grande partie le fait que les taches vertes sont jamais ou presque au même endroit. Allez-y, coloriez les fiefs et réfléchissez à ce qu'il faudra associer au royaume de France en 1180 comme commentaire ou à ce qu'il faudra associer comme royaume de France en 1498. Les fiefs représentent l'essentiel des territoires du royaume de France, c'est ce qui correspond à la carte de 1180. Alors, vous allez peut-être être étonné parce que vous êtes en train de vous dire sûrement, mais le vert, ça ne représente pas l'essentiel du royaume. C'est vrai, mais vous ignorez une chose, c'est que tout ce qui est resté en blanc là, ou pratiquement tout ce qui est resté en blanc, c'est-à-dire duché de Normandie, duché de Bretagne, comté d'Anjou, duché d'Aquitaine, comté d'Auvergne, duché de Gascogne, sont aussi des fiefs du roi de France. Mais des fiefs que j'ai mis à part parce que celui qui les gère, c'est quelqu'un qui est un peu particulier puisque c'est le roi d'Angleterre. Mais donc, si on rajoute au fief en vert toute la liste des territoires que je viens d'énumérer, ça nous fait à peu près, oui, largement 90% du royaume qui est constitué de fiefs. En 1498, à la fin du Moyen-Âge, on voit que des fiefs, il y en a toujours, et puis des sacrément importants, comme le duché de Bretagne, qui s'apprête à basculer justement dans le royaume de France, ou le comté d'Auvergne, mais ils sont moins importants, parce que vous qui avez colorié la carte, vous voyez bien que ce qui est en bleu, c'est plus important que ce qui est en vert. Autrement dit, les fiefs sont en train, leur importance est en train de reculer. Alors justement, venons-en
aux fiefs détenus de la main du roi de France par le roi d'Angleterre. Et là, vous voyez qu'en 1180, ça représente, oui, largement la moitié du royaume, sinon plus, la moitié ouest du royaume. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre, il est en même temps duc de Normandie, comte d'Anjou, duc de Bretagne, duc d'Aquitaine, comte d'Auvergne et duc de Gascogne. Ça fait beaucoup de couronnes ducales ou comtales pour une seule tête. Et si vous vous demandez comment ça se fait que le roi d'Angleterre peut être en même temps duc de Bretagne ou duc d'Aquitaine et donc en théorie au service du roi des Francs, eh bien sachez que c'est une excellente question à laquelle j'ai l'intention d'apporter la réponse, mais le moment venu, un peu plus tard, au fil de la séquence. Et si vous vous demandez si alors on peut être à la fois seigneur et, pour reprendre le terme que j'ai employé tout à l'heure, vassal, eh bien là encore, sachez que c'est une excellente question à laquelle j'essaierai d'apporter une non moins excellente réponse, mais là encore, le moment venu. Là, au cours de cette séance inaugurale, vous voyez, on découvre des choses, on se pose des questions, et c'est ça qui fait l'intérêt de la démarche. Par contre, si on observe la carte de 1498, même à la loupe, eh bien, des fiefs du roi d'Angleterre, eh bien, il n'y en a plus. Vous allez pouvoir vous reposer la main et le crayon de couleur, parce qu'il n'y a rien à colorier en rouge. Et si vous vous demandez comment ça se fait, eh bien là encore, je vous félicite d'avoir posé la bonne question, et sachez que la réponse viendra, là encore, le moment venu. En ce qui concerne notre exercice, l'affirmation suivante, les fiefs français du roi d'Angleterre représentent plus de la moitié du royaume, ça correspond évidemment à la situation de la France de 1180. Les fiefs du roi d'Angleterre ont tous disparu, intégrés au domaine royal ou remis en fief, mais cette fois-ci à des vassaux qui ne sont pas le roi d'Angleterre. Ça correspond évidemment à la France de 1498. Alors les territoires anglais, logiquement le royaume d'Angleterre appartient au roi d'Angleterre, ça je pense que c'est assez facile à comprendre, ça pose pas de problème. Donc on pourrait se demander ce que vient faire la couleur violette dans notre étude du royaume de France, puisque la France c'est la France et l'Angleterre c'est l'Angleterre. Ça paraît logique comme raisonnement. Et effectivement, en 1180, il n'y a pas de territoire en violet à l'intérieur du royaume de France. Autrement dit, il n'y a pas de territoire relevant directement du roi d'Angleterre à l'intérieur du royaume de France. D'ailleurs, quand vous aurez mieux fait connaissance avec Philippe Auguste, vous comprendrez que Philippe Auguste n'aurait pas été le genre de roi à tolérer une telle situation. Et là, vous allez me dire, 1498, c'est pareil. Il n'y a pas de territoire violet, il n'y a pas de territoire anglais dans le royaume de France. Ah, si vous me répondez ça, c'est que vous avez mal observé. Ceci dit, vous avez une petite excuse parce que le petit bout de territoire qui appartient au roi d'Angleterre, qui est devenu anglais au fil du temps et auquel les Anglais vont s'accrocher désespérément, il est situé tout au nord du royaume, à la frontière entre le royaume de France et les Flandres qui ne sont plus françaises à la fin du Moyen-Âge, vous l'aurez noté. Et oui, le royaume de France s'est beaucoup agrandi, je l'ai dit tout à l'heure, par contre j'ai oublié de vous le dire et il faut que je rattrape mon oubli maintenant. La France s'est beaucoup agrandie à l'est en particulier, franchi le Rhône, d'accord, mais elle a un petit peu rétréci au nord puisque Bruges, qui faisait partie du royaume de France à une certaine époque, n'en fait plus partie à la fin du Moyen-Âge. Mais revenons à ce tout petit bout de territoire que les rois de France vont considérer comme une menace permanente. Parce que ce petit bout de territoire permettra
aux Anglais éventuellement de débarquer, parce qu'il y a un port, pour éventuellement envisager d'envahir et de porter la guerre dans le royaume de France, comme un pistolet braqué sur la tempe du royaume de France. Et ce port et ce territoire, c'est Calais, qui finira par être pris aux Anglais, mais plus tard par Louis XIV. Bon. Donc, ça n'est plus un fief. Calais n'est pas détenu par les rois d'Angleterre parce qu'il a été transmis par les rois de France en fief. Non, là, c'est une véritable prise de guerre anglaise. Par contre, encore une fois, les fiefs du roi d'Angleterre, ben, il n'y en a plus. Donc, si on additionne l'évolution des fiefs tenus du roi de France et confiés au roi d'Angleterre, et l'évolution du territoire pris par les Anglais au moyen de la guerre sur la France, eh bien, on constate l'un dans l'autre que le roi d'Angleterre est une menace sérieuse pour la couronne de France en 1180, mais qu'en 1498, la menace représentée par l'Angleterre, certes, existe encore, mais elle s'est quand même très largement éloignée. Alors, si je fais apparaître maintenant toutes les couleurs en même temps, toutes les légendes renseignées également en même temps, eh bien, on voit que le royaume de France de 1498, finalement, ressemble plus beaucoup à celui de 1180, parce que les frontières ont changé, ont bougé, le royaume s'est globalement agrandi, parce que les fiefs, ils ont rétréci, ils se sont déplacés, que les fiefs confiés au roi d'Angleterre ont disparu. Bon, donc ça fait quand même beaucoup de différences. Et alors à l'arrivée, qu'est-ce que ça implique pour l'autorité du roi de France? C'est la question. Dans quel cas peut-on considérer que l'autorité du roi de France est faible? Dans quel cas peut-on considérer que l'autorité du roi de France est renforcée? Je vous laisse y réfléchir. Eh bien, vous vous rendrez compte qu'avec Philippe Auguste, l'autorité des rois de France s'est beaucoup affirmée, vous verrez comment. Mais en 1180, quand il arrive au pouvoir, à peine âgé de 15 ans, eh ben, son autorité, malheureusement pour lui, elle est quand même faible. Ah oui, parce que certains de ses vassaux, les comtes de Flandre en particulier, sont plus puissants que lui, donc ils ne sont pas très pressés de lui obéir. Et puis parce que surtout, il y a l'anglais, il y a le roi d'Angleterre qui est une menace considérable. Alors que à la fin du Moyen-Âge, eh bien, les rois de France ont quand même beaucoup moins de soucis parce que il n'y a plus la menace anglaise, parce que les vassaux sont maintenant moins puissants que le roi, donc l'autorité des rois de France est considérablement renforcée. L'autorité des rois de France capétiens semble donc avoir gagné en puissance tout au long du Moyen-Âge. Ça sera notre conclusion du jour. Sachez que c'est une impression qui sera démentie par la suite, parce qu'en fait, vous le verrez, notamment avec la guerre de 100 ans, il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas, parfois très bas. L'autorité des rois de France a joué un peu au yo-yo, parce que ça dépend du contexte, ça dépend du rapport de force avec le Saint-Empire, avec les papes parfois,
avec le roi d'Angleterre. Ça va dépendre aussi considérablement de la personnalité du roi, hein. Vous allez avoir des rois qui vont être beaucoup plus autoritaires que d'autres, beaucoup plus compétents que d'autres, beaucoup plus chanceux aussi que d'autres, parce que une guerre gagnée, vous verrez, ça aide beaucoup à renforcer l'autorité du roi. Une guerre perdue, par contre, a l'effet exactement contraire, mais nous verrons cela au cours des séances de la séquence. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous laisse méditer sur ce que nous venons de voir, peaufiner le coloriage, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance dédiée au cadre chronologique. Bonne journée, à bientôt.